Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. 42e jour de course, 42e jour de compétition. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur les 24 dernières heures. Notamment, on parlera de Sam Gutschall, on parlera également de Boris Herrmann, on parlera également des leaders qui sont en train de se rapprocher à très haute vitesse du Cap Horn. On essaiera un petit peu d'anticiper ce qui va se passer après le Cap Horn, donc on gardera la météo et puis on gardera également tout ce qui se passe du côté du Jules Verne avec un bateau qui a pas mal d'avance, un bateau qui a un petit peu de retard. Mais tout ça devrait se régler pendant la nuit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Ça me permet de me soutenir parce que plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Deuxième moyen de me soutenir, et je remercie les gens qui le font, ça c'est seulement si vous en avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. Je vous précise également que demain, il y aura une vidéo à 21h cyclisme, le top 10 des sprinters, qu'il y aura le top 10 des grimpeurs le 25 décembre à 21h également, que le 25 normalement un peu plus tôt dans l'après-midi il y aura une vidéo Vendée Globe, qu'il y aura une vidéo Vendée Globe je pense un petit peu plus tôt que d'habitude demain, c'est-à-dire qu'on va avoir une vidéo je pense plutôt, ça sera le point de 7h, voilà je vais me baser sur le point de 7h, donc ça sera une vidéo que j'essaierai de sortir aux alentours de midi, voilà donc je vous préviens. Et puis par contre pour le 24, bah voilà encore une fois normalement pas de vidéo parce que j'aurai pas le temps d'en faire, donc pas de chance, c'est pile au moment où ils seront au niveau du Cap Horn pour les bateaux de tête, donc on débriefera ça pour le 25 décembre. Et puis ce soir à 21h le biathlon reviendra sur les deux mastart du côté d'Annecy le Grand Bornand, parce que moi je ne suis pas comme Anne-Sophie Bernardi, je ne dis pas le grand beau, parce que je trouve ça suffisamment ridicule, et puis ça veut dire que tu oublies que Annecy met également de l'argent dans la compétition. Bon, on commence tout de suite avec eh bien le vent qui est pas simple, les conditions météo. Pour les bateaux de tête, en fait, ils sont dans une situation qui est idéale, c'est-à-dire qu'ils sont en avant du front, donc ils ont du vent qui est bien positionné, et surtout ils ont une mer qui reste assez clémente, vous voyez, 2 mètres à 3 mètres. Donc ça veut dire que le bateau tape peu, donc ça permet de faire des bonnes moyennes. C'est déjà un petit peu plus compliqué, vous le voyez, pour Sébastien Simon, qui est dans de la mer un petit peu plus formée. Et c'est surtout très compliqué pour la meute derrière, entre Justine Métro et Thomas Ruyant, parce que là on est sur de la mer assez marquée, et puis de la mer courte. Donc ce qui fait que les bateaux tapent beaucoup et avec un vent qui n'est pas toujours énorme. En plus, vous avez 17 nœuds, 15 nœuds, donc c'est pas beaucoup plus rapide que les bateaux de tête, c'est même un petit peu plus lent que les bateaux de tête. Il y a 2-3 nœuds d'écart, ce qui permet aux bateaux de devant de faire des très très bonnes moyennes. C'est quasiment 560 000 pour Johan Reichaume et 542 pour Charlie Dalin. Ce sont les deux bateaux les plus rapides en ce moment de la flotte. Dans les heures à venir, vous voyez donc le vent qui va continuer à les pousser. Alors il devrait quand même se prendre pas mal de vent fort, j'irai demain, parce que je pense que demain ils seront vers là, et le passage du Cap Horn ne va pas être si facile que ça pour eux, si on regarde voilà, dans 46 heures, parce que ça sera dans moins de 2 jours, on va dire le Cap Horn, ça va être des conditions avec beaucoup de vent, 26-27 nœuds de vent, et surtout la sortie du Cap Horn ne sera pas évidente, puisque vous voyez, là, autour des îles Falkland, eh bien c'est assez mou. Là vous avez une grosse zone de molle ici aussi. Il y a pas mal de zones avec du vent assez mou. Donc ça va un peu bloquer le passage, je pense, des concurrents, ce vent. Cette zone de molle, cette zone un peu anticyclonique. Donc il va falloir être doué, et puis après vous voyez, il y a du vent, mais assez fort dans certains endroits, donc le passage va pas être facile, et surtout cette zone-là, je pense, va vraiment handicaper les concurrents, donc il faudra réfléchir à comment passer, puis avec le reste du vent fort qui passera au-dessus du Chili aussi, donc certes ça va faire perdre un petit peu de vitesse à cette dépression, mais ça veut dire que proche des côtes, il y aura aussi pas mal de vent. Donc là aussi, pas des situations faciles pour la tête de flotte.
Donc là, ça permettra peut-être au groupe Thomas Ruyant de reprendre du temps. Parce que si on regarde le groupe Thomas Ruyant, bon, qui va avoir une zone de transition à gérer et puis ensuite il y aura du vent. Je pense qu'ils ont 2 jours de retard, à peu près 2 jours et demi de retard. Donc si on regarde la situation météo au niveau du Cap Horn, bah, vous voyez, à 85 heures, moins de vent. Moins de vent, je dirais pas que c'est facile, mais moins de vent ici. Possibilité de faire un peu de navigation au près comme ça, de tirer hop, 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 hop des bords. La zone de molle est toujours là, mais peut-être un peu moins complexe à passer que 10 heures auparavant, où là, ça sera assez tendu. Donc ça va peut-être permettre aux concurrents de derrière de revenir par rapport aux concurrents de devant. Aller de là à aller chercher 300 ou 400 000 d'un coup, je ne pense pas. Mais cette remontée de l'Atlantique est souvent complexe. Et elle sera complexe dès le départ pour les bateaux de tête. Et puis, il faut prendre en compte également qu'après le passage du Cap Horn, on va avoir des concurrents qui vont se déconcentrer. On va avoir des concurrents qui vont faire des erreurs. Je serais surpris qu'il n'y ait pas 1 ou 2 abandons dans cette zone-là, malgré le vent qui est peu fort, suite à des erreurs, suite à des pièces également qui seraient fragilisées après les mers du Sud et qui pèteraient ensuite. Par exemple des mâts, par exemple des quilles. Donc je serais surpris qu'il n'y ait pas 1 ou 2 abandons là, parce que c'est vrai que quand on regarde pour le moment, après, à part Louis Burton, dans les bateaux favoris, il n'y a eu aucune casse. C'est-à-dire que pour le moment, on a 4 abandons, oui, mais on a Pip Air. Donc voilà, on a Maxime Sorel, mais bon, on savait que Maxime Sorel était plutôt dans les outsiders quand même, vu que son bateau avait du mal à être performant. Donc en fait, dans les gros favoris, il n'y a que Louis Burton pour le moment qui a abandonné. Donc on va voir si ça va changer dans les heures à venir au niveau des conditions climatiques. On regarde derrière le groupe, hop, Samantha Davis, qui reprennent un petit peu de vent. Donc ça doit leur faire du bien, qui vont sortir, je dirais, demain de cette zone-là, vraiment de vent extrêmement calme, avec des conditions qui vont être plutôt de mer plate avec du vent, donc des conditions quasiment idéales pour Dutreux aussi. Et on voit que Dutreux a quand même repris pas mal de retard sur les deux de devant, parce qu'il y a moins de 300 000 d'écart maintenant entre Dutreux et Clarisse Kremer, donc bon job fait par Dutreux. Romain Attanasio lui reprendra du vent également avec Damien Seguin. Ça sera pas mal aussi peut-être pour Jean Le Cam dans les heures à venir. Par contre, il y en a 2 qui risquent de rester longtemps, qui risquent de regretter leur stratégie. C'est Pédoté et Roura, parce que eux, ils se sont enterrés hier dans du mou. Et je pense qu'ils vont le regretter. Alors Pédoté retrouve un petit peu de vent, mais derrière, c'est un petit peu compliqué. Et puis on voit que Tanguy Le Turquet, lui... aura peut-être aussi un petit peu de mal, quoique la dépression a l'air de taper un petit peu devant au nord, mais voilà, il y aura une zone de molle, ça sera pas si évident que ça, mais ça va être une grosse bagarre pour les bateaux à dérive droite, ce qui permettra peut-être à un Guirec Soudé de revenir, ou un Oliver Air, également Kojiro Shiraishi, de faire des grosses moyennes dans les prochaines heures par rapport aux bateaux de tête. Ça sera la grande interrogation, et puis on a toujours les concurrents qui sont un petit peu plus derrière, qui vont passer le Cap Lewin. Ça, je pense qu'ils passeront le Cap Lewin demain. Je pense dans la journée. Les Fabrice Amedeo, Denis Van Wimberg, ça sera peut-être plutôt le 24 décembre qu'il passera le Cap Lewin, alors que les premiers, eux, auront déjà quitté le Pacifique. Ce qui vous montre encore une fois que le Pacifique a été très rapide et certainement qu'on a battu des records, qu'on battra des records entre Cap Lewin, Cap Horn et entre Cap de Bonne-Espérance et Cap Horn également. Je pense qu'on aura été très vite dans cette période de course. On regarde tout de suite bien ce qui s'est passé sur les dernières heures de course. On va commencer avec Kojiro Shiraishi. On en avait parlé il y a une semaine, 10 jours de Kojiro Shiraishi, notamment avec ses problèmes d'aft. Kojiro Shiraishi il disait qu'il a toujours des aftes dans la bouche. Donc ça le dérange un petit peu, notamment pour faire ses vacations, notamment pour parler. Mais même, c'est toujours un petit peu énervant. C'est une douleur qu'on aimerait ne pas avoir, la douleur des aftes. Il disait que ça lui arrivait
quand il était fatigué, à notre ami japonais, qui était content parce qu'il il y a quelques jours, il était sur le même fuseau horaire que le Japon. Donc ça lui faisait énormément plaisir et il expliquait que la course partait de France et revenait de France, parce que c'est vrai qu'il faut un peu expliquer aux Japonais pourquoi ils ne rentrent pas au Japon sur ce tour du monde. Mais voilà, c'était assez marrant de voir Kojiro discuter de tout ça. Et puis ça fait quand même une course intéressante. Et puis pourquoi pas dans les années à venir avoir une course en Asie, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a la Sydney Stobart, Hobart, je sais jamais. Qui se déroule en Australie, qui est souvent une course très compliquée, mais on n'a pas de course en Asie aussi, donc ça pourrait être intéressant d'avoir une course en Asie, une course au large dans ces contrées-là, donc ça sera peut-être le cas dans 10 ans ou dans 15 ans, mais pour ça il faut qu'il y ait aussi des concurrents asiatiques qui performent. Mais là aujourd'hui, pas mauvaise journée de Kojiro. Vous voyez, 373 000 de parcourus en 24 heures, 65 000 quasiment sur les 4 dernières heures. Donc c'est des moyennes intéressantes avec DMG Mori Global One. On continue avec Arnaud Boissière. Arnaud Boissière qui a eu beaucoup de chance, le concurrent de la Mickaëline, qui a eu un problème technique sur son bateau. C'est pour ça que vous voyez que les moyennes ne sont pas exceptionnelles, même s'il commence à rentrer aussi dans une zone de vent câble. Arnaud Boissière avec une galette. Donc vous savez, c'est ces éléments mécaniques un petit peu cylindriques qui sont à l'avant du bateau, qui servent à passer notamment des boots, plutôt des câbles souvent, voilà, qui permettent de maintenir les voiles, notamment de les maintenir proches du pont pour que les voiles soient les plus efficaces possibles. Et bien, il y a une de ces galettes qui est tombée. Voilà, donc ces petits trucs cylindriques là, donc qui passent quand même, je pense, une vingtaine de kilos, et c'est tombé sur le pont, mais ça n'a pas endommagé du tout le bateau. Donc ça, c'était une bonne nouvelle pour Arnaud Boissière, parce que quand il a vu ça, quand il a vu que ça s'est décroché, qu'il a entendu le bruit, parce que ça a dû faire un gros bang comme ça dans le bateau, il disait oulala, j'ai peut-être un trou, il va falloir stratifier le bateau. Et non. Et en plus, il a regardé dans sa soute à voile pour évacuer de l'eau, parce qu'il a de l'eau qui rentre, il a des infiltrations d'eau dans sa soute à voile depuis quelques jours de course. Et il était content d'avoir retiré seulement 20 litres d'eau. Donc c'est-à-dire que voilà, il n'y avait pas un trou supplémentaire, un micro-trou supplémentaire du côté de ce problème, puisque voilà, sa soute à voile est humide à Arnaud Boissière, ce qui n'est pas toujours top, parce que les voiles, c'est mieux quand elles sont au sec quand même que quand elles sont humides. Et en parlant de voiles humides, on va poursuivre avec Sam Goodchild, du côté de Sam Goodchild. Une mauvaise journée, on va pas se mentir, pour Sam Goodchild. Mauvaise journée, on voit que les moyennes sont pas dingues, mais ça c'est, je dirais, c'est le cas de tous ces petits camarades, à part peut-être Boris Herrmann qui arrive à aller un petit peu plus vite, mais bon, vous voyez que c'est quand même pas bien fou en termes de vitesse. Et vous avez également Jérémy Bayou qui arrive à aller un petit peu plus vite. C'est vrai que du côté de Boris Herrmann, de Goodchild, eh bien, il y a eu un premier problème qu'il avait eu il y a quelques jours. Il a eu une fuite d'eau dans son bateau, donc ça c'est un petit peu problématique, la fuite d'eau qui a été réparée. Et puis il a eu aujourd'hui une image impressionnante de voile qui est tombée, perte de grand voile d'avant, donc une voile assez importante, 180 mètres carrés, donc très lourde, qui s'était enroulée autour de son foil. Donc forcément, il fallait se sortir de cette situation-là très vite pour Sam Goodchild, et qui a réussi à remonter la voile à la main, ce qui est un effort physique assez impressionnant de la part du Britannique, mais on sait que c'est un concurrent qui est très prêt physiquement. Encore une fois, je vous avais raconté sa carrière du côté des Ocean 50, qui sont des bateaux qui sont très exigeants parce que très instables.
Et donc c'est très compliqué de dormir sur ces bateaux-là. Et c'est des bateaux qui sont très engageants physiquement. Et là, c'est peut-être toute l'expérience de l'Ocean 50 qui lui a permis de remonter cette voile, mais remonter encore une fois à 180 mètres carrés de tissu. C'est pas n'importe quoi, hein. 180 mètres carrés de tissu, du papier peint dans une pièce. On va dire, allez, vous allez 25-30 mètres carrés. Donc, peut-être aller un peu plus, 40 mètres carrés de mur, si c'est quand même une grande pièce. Donc, imaginez toute la difficulté pour remonter cette voile. C'est comme si, voilà, il y avait eu 5 pièces en papier peint, à remonter d'un coup. Donc, je ne vous dis pas le poids, la comparaison en pièces de papier peint, mais imaginez-vous, voilà, 180 mètres carrés, la taille, c'est énorme. Et tout ça plongé dans l'eau, en plus, voilà, pas de chance, c'est l'une des plus grosses voiles. Donc vraiment, ça a été compliqué à gérer pour Sam Goodchild, qui a réussi à remonter tout ça sur son bateau. Par contre, est-ce que la voile est encore utilisable? Ça, c'est pas sûr, parce qu'elle s'est peut-être déchirée, notamment au contact du foil. Donc ça, c'est des informations qui n'ont pas été transmises par Sam Goodchild. On poursuit après Sam Goodchild avec Samantha Davis. Samantha Davis qui a fait son petit décor de Noël. Voilà, elle a montré ça, Samantha Davis. Et elle va devoir faire une réparation parce qu'elle a cassé son écoute de grand voile. Alors l'écoute de grand voile, c'est ce qui permet de régler la grand voile. Donc voilà, c'est vraiment une pièce essentielle pour avoir des bons réglages sur le bateau. C'est pas ce qui permet de monter, descendre la grand voile, mais c'est ce qui permet de régler, donc notamment de mettre un petit peu d'angle ou d'enlever de l'angle sur certaines pièces, voilà. Et ça, c'est hyper important pour aller vite. Ça veut dire que là, en ce moment, elle ne peut pas régler parfaitement, mais elle verra dans les heures à venir si elle aura le temps de réparer. Mais elle a mis une petite guirlande de Noël, voilà, dans sa cabine, à l'intérieur du bateau, pour égayer un petit peu, voilà, tout simplement, son intérieur à Samantha Davis. On passe à Boris Herman. Grosse frayeur de Boris Herman. C'est pour ça que là, les moyennes ne sont pas si exceptionnelles que ça, parce qu'il allait très vite, Boris Herman. Il est même remonté 7e. Vous voyez, c'est un petit peu la guerre avec Yannick Bestaven. Ils se sont croisés à plusieurs reprises. Mais Boris Herman s'est fait une grosse frayeur en tout début de journée avec son bateau qui s'est renversé dans l'eau. En fait, il a perdu le contrôle de son bateau à cause du vent. Il y a eu un petit peu plus de vent, il a complètement perdu le contrôle de son bateau, sauf qu'il était très toilé à ce moment-là, et il a réussi à remonter le bateau, et il a eu de la chance, c'est que pour le moment, il semblerait qu'il n'y ait pas de latte de grand voile qui est cassé, ni de problème de chariot de grand voile non plus. Du côté de Boris Herman, on essaiera de voir la situation, mais il a dit qu'il a complètement perdu le contrôle de son bateau, qu'il s'est même retrouvé face au vent. Et donc ça aurait pu être vraiment très dangereux, il aurait pu déchirer une voile d'avant ou vraiment casser des lattes de grand voile, et il a réussi à s'en sortir, Boris Herman, mais forcément il s'est fait une petite frayeur, donc derrière il a un peu calmé le rythme pendant 4-5 heures, pour retrouver un petit peu ses esprits aux concurrents allemands. Et puis Paul Meillat qui montrait qu'il a toujours sa fuite d'eau, hein, Paul Meillat à l'intérieur de son bateau. Pour le moment, il ne peut pas la réparer parce qu'elle est à côté d'une trappe de secours. Et donc à l'intérieur, il y a de l'électricité, il y a des câbles électriques qui passent, donc il ne peut pas réparer par l'intérieur, il est forcément obligé de réparer sa fuite par l'extérieur. Et le problème, c'est qu'il faut qu'il attende des conditions un petit peu plus sèches, un petit peu moins humides sur le pont de son bateau pour pouvoir réparer. Donc pour l'instant, il essaye de contrôler la situation. Donc avec son équipe à terre, il a réussi à trouver un système avec son bidon. Je pense un des bidons qui sert pour le désalinisateur, peut-être un des bidons de secours, même pour le désalinisateur. Donc l'eau, voilà, elle tombe dans un tuyau qui tombe ensuite dans le dans ce bidon de 5 litres, et ensuite il le vide toutes les 2-3 heures de cette manière-là du côté de Paul Meillat. On regarde tout de suite le classement général pour vous dire que Johan Richomme, Charlie Dalin, la bagarre est toujours en cours.
Ça c'est clair et net. Toujours une grosse bagarre avec un Johan Richomme qui a toujours de l'avance, 35 000 d'avance sur Charlie Dalin, 91 000 parcourus sur les 4 dernières heures par Johan Richomme contre 101,9 par Charlie Dalin. Donc vous voyez que Charlie va un petit peu plus vite que Johan Richomme, va même très vite. Il attaque Charlie Dalin en ce moment pour tenter de reprendre Johan Richomme qui avait pris un petit peu d'avance pendant la nuit. Hier on s'est écouté voilà, à 15 h avec 20 000 d'avance, sauf que pendant la nuit l'écart est monté à 40 000 d'avance pour Johan Richomme. Parce qu'il allait très vite cette nuit, Johan Richomme, contrairement à la Charlie Dalin. Il y avait 10 000 d'écart, sauf que la situation s'est désormais inversée sur les dernières heures, avec donc 35 000 d'avance. Mais vous voyez également qu'il y a un écart nord-sud entre les deux bateaux qui fait que cette différence est peut-être une chouille plus marquée en réalité par rapport au Cap Horn, et encore c'est même pas véritablement sûr pour le moment du côté de Johan Richomme. Donc ça va vite et Sébastien Simon n'arrive plus à suivre, hein. Là très clairement il est quasiment à 400 000 de retard, c'est-à-dire pas encore dans un schéma météo différent, mais ça ne saurait tarder, hein, du côté de Sébastien Simon qui est en ce moment dans du vent fort, qui avance quand même à 410 000. C'est-à-dire malgré son problème de foil, il avance quand même plus vite que les camarades qui sont derrière. Mais devant, ça va beaucoup trop vite. On est encore une fois à 91, 100 000 de moyenne par 4 heures, par tranche de 4 heures. Donc c'est vraiment des très très grosses allures pour les concurrents de devant. Et Sébastien Simon avec son foil en moins n'est pas en capacité de tenir. Il disait voilà, encore une fois, il y a de la perte de puissance, il y a de l'instabilité. Puis au bout d'un moment, il y a de la fatigue aussi du côté de Sébastien Simon. Et puis il y a peut-être un peu de la résignation aussi, c'est-à-dire que vous voyez que les vitesses sur 4 heures, vous n'arrivez pas à les tenir. Alors vous vous dites, bon est-ce que je prends le risque d'essayer de les suivre, quitte à endommager mon bateau dans un endroit en plus qui est loin d'être sympatoche. Ça veut dire potentiellement avec encore 10 jours pour aller te chercher, donc ça c'est pas forcément évident, et mettre en danger peut-être la marine chilienne ou des camarades. Ou est-ce que je diminue le rythme et puis je me dis il y a peut-être un moment où la situation va s'améliorer. Le problème de Sébastien Simon, c'est qu'avec son foil en moins, la remontée de l'Atlantique, il faudrait plutôt qu'elle soit venteuse un petit peu, parce que si elle n'est pas venteuse, ça risque d'être difficile pour lui aux concurrents français du groupe du Breuil. Derrière, Thomas Ruyant avec Jérémy Bayou et Nicolas Lunven. On parlait des concurrents qui sont décevants sur ce Vendée Globe. On parlait un peu de Boris Herrmann à un moment, certains parlaient de Clarisse Kremer. Moi je trouve que c'est plutôt une course intéressante de la part de Clarisse Kremer. Moi je lui disais mes déceptions, c'est plutôt Pédoté Roura, parce que je m'attendais un peu mieux de Pédoté, mon Roura. C'est-à-dire que le bateau, on sait que c'est un bateau qui est performant, mais il n'a pas réussi à s'en servir depuis 4 ans en fait, hein. Il n'arrive pas à aller vite avec ce bateau-là. Par contre, moi c'est Thomas Ruyant qui a un peu la mauvaise surprise, je trouve. Je pensais qu'il suivrait les concurrents de devant, les 3 de devant. Alors oui, il est 4e, mais la distance par rapport à Charlie Dalin, je la trouve énorme. C'est un peu pareil aussi pour Jérémy Bayou, qui se retrouve à 1300 000 quand même. C'est énorme l'écart, hein. Alors certes, Charlie Dalin et Johan Richomme ont eu des conditions positives, mais eux, dans la descente de l'Atlantique Sud, ils avaient à peu près les mêmes conditions. Ils n'ont pas réussi à tenir ces cadences-là. Donc peut-être des conceptions de bateaux qui ont été plus efficaces pour Richomme et Dalin par rapport à leur conception de bateau-là. Peut-être pas assez d'innovation du côté de Thomas Ruyant par rapport à son précédent bateau. Mais c'est vrai que c'est surprenant, on va dire, les écarts. Donc ensuite on retrouve Jérémy Bayou, Lunven. Les deux ont eu quasiment le même problème de grand voile en même temps hier. Les deux ont réparé leur problème de grand voile, mais forcément ça leur a fait perdre un petit peu de temps, mais ils vont plus vite en ce moment que Thomas Ruyant. Vous voyez quasiment 10 000, 15 000 de plus pour Jérémy Bayou et 10 000 de plus pour Nicolas Lunven, donc ça avance plutôt pas mal. Boris Herrmann, lui, il avait diminué la cadence, mais il a réaccéléré désormais avec 75 000 de parcourus sur les 4 dernières heures et quand même 376 000 de parcourus sur les 24 dernières heures. La mer est dure et son bateau est fait pour ces conditions-là. Donc il se régale, je pense, en ce moment, Boris Herrmann. Malgré tout, il a quand même 1400 000 de retard par rapport aux 3 de devant. Et encore une fois, il aurait mieux fallu qu'il ait de l'avance, lui, à la sortie du Cap Horn.
Donc la victoire semble quand même difficile à envisager pour Boris Herrmann. Et puis on retrouve Yannick Bestaven qui lui n'arrive pas à suivre la cadence très clairement de Boris Herrmann. Derrière Paul Meillat, ça commence à être compliqué pour Paul Meillat, 100 000 de retard par rapport à Boris Herrmann. Sam Goodchild qui n'est jamais très loin. Et puis Justine Métro qui reste toujours en embuscade à l'arrière de ce groupe-là, mais toujours avec les meilleurs, toujours dans ce premier gros peloton. Donc elle peut être satisfaite pour le moment de sa course avec Teamwork. Team Snef pour le moment, Justine Métro, 384 000 de parcours sur les 4 dernières heures. On retrouve ensuite, Clarisse Kremer avec Sam Davis. 300 000 de parcours pour Sam Davis contre 352 pour Clarisse Kremer. Quand certains disent elle fait une course compliquée, Clarisse Kremer, alors certes, c'est le bateau à Pivia, mais je rappelle qu'elle a récupéré le bateau sans le mode d'emploi, qu'elle a eu peu de temps pour l'utiliser, elle a eu que 2 ans en gros de navigation. Parce qu'il y a eu le fait qu'elle est tombée enceinte, le transfert de bateau entre Banque Populaire et l'équipe d'Alex Thompson, le fait de retrouver un sponsor. Alors ça va, Clarisse Kremer, encore une fois, c'est une bonne communicante, donc ça s'est plutôt bien passé de ce côté-là, mais encore une fois, il y a une période très mouvementée, et je pense qu'elle paye très clairement cette période mouvementée. Elle paye cette période mouvementée avec ce changement de sponsor, ce temps de navigation qu'elle a perdu pendant 1 an, elle le paye aujourd'hui. Elle n'a pas pu faire autant de navigation qu'elle le souhaitait, donc elle n'a pas forcément les meilleurs réglages possibles par rapport à ce bateau-là. Et puis elle a eu un problème technique qui est arrivé au pire moment, parce que sinon elle pourrait peut-être être devant Justine Métro en ce moment et être dans le top 10 peut-être, parce elle arrivait à suivre parfois les allures de Boris Herrmann, sauf qu'encore une fois elle a eu un gros problème technique qui lui coûte extrêmement cher, parce qu'ensuite elle s'est retrouvée dans la zone de molle. Mais là vous voyez qu'elle a bien redémarré, 76 000 de parcours sur les 4 dernières heures, c'est l'une des plus rapides, et c'est surtout plus vite que Samantha Davis, 20 000 de plus que Samantha Davis, donc c'est plutôt très bien de la part de Clarisse Kremer. Et puis Benjamin Dutreux, tir au toto, ça va faire plaisir à quelqu'un dans les commentaires, 365 000 de parcouru du côté de Benjamin Dutreux avec Guyot Environnement, Water Family, et qui disait que c'était très compliqué, Benjamin Dutreux, avec les fichiers météo, parce que grosso modo entre les différents fichiers continentaux, on va dire entre les Américains, les Asiatiques, les Européens, on n'arrive pas trop à s'y retrouver, à savoir par où passer. Donc il faut un peu faire des compromis, et parfois on se trompe dans l'appréciation des fichiers météo. Romain Attanasio, il était assez énervé hier parce qu'il n'y avait pas de vent, il en a retrouvé, mais forcément il a perdu du temps. En fait il est tombé dans une zone de molle. Voilà, il est tombé dans une zone de molle, Romain Attanasio, ça ne veut pas cliquer dessus, pendant la journée d'hier, et il pensait pouvoir passer, en fait il pensait que cette zone de molle là serait beaucoup plus haute, et que lui il passerait comme ça sans changer sa trajectoire, sauf que cette zone de molle là, elle est tombée sur lui, et forcément ça lui a fait perdre beaucoup de temps dans l'affaire, parce que là il s'est retrouvé complètement arrêté pendant très longtemps, Benjamin Dutreux, et ça coûte beaucoup de temps au final, avec un moment il s'est retrouvé à 19 000 seulement de parcouru, avec un Damien Seguin qui est remonté très fort sur lui, et ça lui a coûté extrêmement cher. Damien Seguin donc s'est rapproché, il y a 3005 et 3004, il n'y a plus que 100 000 d'écart entre les deux, ça va faire du bien à Damien Seguin, mais surtout n'oublions pas Isabelle Yoshke et Jean Le Cam, qui certes ont été un petit peu arrêtés, mais qui ont réussi à très bien s'en sortir, et qui ont surtout mis un petit peu de branlée à Giancarlo Pedote, à Alan Roura, qui se sont enterrés dans une zone de molle pendant de longues heures. Vous voyez, Alan Roura, seulement 81 000 de parcouru. Giancarlo Pedote commence à reprendre un petit peu de mer, mais ça reste des moyennes loin d'être exceptionnel. Et on voit Sébastien Marseille aussi qui commence à tomber dans cette zone de molle, mais qui se dit peut-être qu'il y a une dépression qui va un petit peu arriver sur lui, mais c'est pas évident. Moi je trouve quand même que c'était une grosse prise de risque. La voie nord tentée par Tanguy Le Turquet, moi je trouve qu'elle est bien plus intéressante, cette voie nord, mais là aussi on voit que ça va pas beaucoup plus vite. Hier ça semblait plus intéressant que ça, la voie nord, pour Tanguy Le Turquet. Là ça s'est un peu détérioré, il n'a pas été suffisamment vite, je pense, Tanguy Le Turquet, pour passer devant
Voilà, si on regarde bien, hier la voie nord semblait intéressante parce qu'on se disait, enfin je me disais moi qui récupérerait du vent là ici et qu'il pourrait avancer avec ce vent-là. Sauf que bah en fait il s'est enterré aussi un petit peu dans une zone de molle, mais vous voyez que c'est quand même un sacré chantier et c'est très compliqué de savoir par où passer, hein. Moi je me dis que même dans Virtual Regatta, je sais pas pour ceux qui jouent à Virtual Regatta, hein, moi je ne joue pas à Virtual Regatta. Je crois que si vous jouez, vous pouvez suivre la chaîne YouTube Projection Virtuelle et bah, vous voyez que la zone c'est un chantier quoi, c'est miné, il n'y a pas vraiment de place. Donc c'est très très compliqué d'avancer. Pip Air, elle, est toujours bloquée, hein, elle est toujours pas arrivée en Australie. Pip Air, je sais pas si elle va arriver avant Noël ou avant le jour de l'an. Elle va peut-être passer le jour de l'an en Australie au rythme où ça va. Conrad Coleman, là aussi ça a ralenti, comme Eric Bellion et Arnaud Boissière. Donc comme quoi Arnaud Boissière va pas beaucoup plus lentement qu'Eric Bellion et Conrad Coleman. Donc je disais un petit peu une petite bêtise tout à l'heure. Et puis Guirec Soudé continue à avancer, mais là aussi, est-ce que ça va s'estomper? Oui, parce que les dépressions ont tendance à remonter en haut de la Tasmanie et on se retrouve à avoir une zone vraiment de transition extrêmement longue. Et pas facile de la passer, hein, cette zone de transition. Avec quand même Guirec Soudé devra avoir un petit peu de vent, donc il devra remonter un petit peu. Est-ce que ça va permettre de gagner des positions pour Guirec? Guirec, ça c'est la grande question, comme Kojiro et Oliver Air qui auront peut-être un petit peu plus de vent dans 2 jours, mais bon, ça reste des conditions difficiles. On retrouve ensuite Antoine Corny qui n'a pas encore fait sa pénalité pour le moment avec Human Immobilier, et puis Jing Kun Shu qui va vite aussi, hein, 352 000 de parcouru, 33e pour le moment, devant Fabrice Amédéo. Manuel Cousin, Amédéo qui a pris un petit peu d'avance sur Amel, enfin qui reprend un petit peu son retard par rapport à Manuel Cousin, pardon, et qui vont peut-être réussir à se dépasser. Et puis pour le moment, Denise Vandenberg qui continue d'avancer, mais là qui a perdu un petit peu de temps aujourd'hui avec seulement 233 000 de parcourus et 6 700 1000 de retard pour le moment sur la tête de course. On regarde tout de suite le classement du côté des statistiques. Qui a parcouru le plus de 1000 sur les 24 dernières heures? Eh bien, c'est Johan Richomme avec 559 000 de parcouru devant Charlie Dalin. Il a quand même fait 32 km de plus que Charlie Dalin. Sébastien Simon, 410 000. C'est le seul à être à 400 000 de parcours dans la journée. Ils ne sont que 3 en fait à avoir parcouru plus de 400 000 dans la journée. Et ce sont les 3 premiers dans le classement. Les choses sont bien faites, ça leur permet donc de prendre de l'avance. 4e, Justine Métro. 5e, Boris Herman. Isabelle Yoshke, très belle journée sur MACSF. 6e devant Kojiro Shirashi et Jérémy Bayou. Jean Le Cam, premier bateau à dérive droite, 9e devant Paul Meillat, 10e. Et on voit que c'est très serré, hein, à partir de Justine Métro jusqu'à Paul Meillat, donc de la 4e à la 10e place, eh bien ça se tient en 20 000, moins de 20 000 nautiques de parcouru en 24 heures. C'est vraiment rien en termes d'écart. Mais c'est intéressant de voir. Voilà Isabelle Yoshke avec Emma CSF qui arrive à faire des bols de vitesse, hein, encore une fois, malgré un bateau qui date quand même de 2007. Hein. Donc elle arrive parfois à être plus rapide que des Romain Athanasio, que des Benjamin Dutreux. Le problème, c'est un petit souci de régularité pour Isabelle Yoshke au niveau de ses vitesses. Elle est capable de le faire un jour, 2 jours, mais pas de le tenir sur une semaine. Voilà, c'est un peu le souci du côté d'Isabelle Yoshke, mais qui fait quand même une course intéressante avec Emma CSF. Donc Denise Vandenberg, comme on le disait, 12 405 km de retard sur Johan Richomme. Et l'écart, l'avance par rapport au record s'accentue pour Johan Richomme. 1206 000 d'avance, c'est-à-dire de 1234 km par rapport à Armel Leclerc, donc ce qui commence à faire 2 journées et demie de navigation d'avance. Ça commence à être pas mal quand même pour le record. Tiens, en parlant de record, on passe au Jules Verne. Ou la transition. Pour le Jules Verne avec SVR Lazartigue, on va voir un petit peu comment ça se situe au niveau de l'avance du côté d'SVR Lazartigue. Pour le moment, eh bien, SVR est en avance.
Même si encore une fois il y a 2 heures, il avait un peu plus de 200 000 et que là il en a plus que 189. Donc voilà, il a un petit peu perdu sur les 2 dernières heures pour le moment. Vous voyez qu'il a quand même parcouru 773 000, quasiment 774 000 de parcouru sur les 24 dernières heures. Du côté de SVR Lazartigue, avec un poteau noir qui devrait être plutôt facile, ce que disent les experts du côté de SVR Lazartigue. Donc ce qui pourrait le faire progresser très vite. Le poteau noir, bah, ça sera demain, hein. Je pense demain dans l'après-midi, on commencera le poteau noir. L'idée est d'y rester moins de 24 heures, hein, d'aller vite dans ce poteau noir et de perdre le moins de temps possible. Ça sera peut-être un peu plus compliqué. Je suis en train de voir là le poteau noir pour Sodebo qui arrivera un petit peu plus derrière. Sodebo, lui, tout à l'heure, il était en retard. Il est toujours en retard, mais il a diminué son retard par rapport à Francis Joyon. Tout à l'heure, on était à 96 000 de retard. Ça, c'était à 15 heures. Bien désormais, c'est 78,9 pour 720 000 de parcouru, mais vous voyez que le retard est surtout dû au décalage énormément dans l'ouest du côté de Sodebo par rapport à la trajectoire en gris. La trajectoire en gris, vous le voyez, c'est la trajectoire de Francis Joyon, donc sa tentative, le record du monde aujourd'hui en équipage, le trophée Jules Verne, le détenteur du trophée Julien, et vous voyez qu'il est même plus à l'est que François Gabard, qui avait déjà un petit peu de retard à ce niveau-là par rapport à Francis Joyon. Donc vous voyez que c'est normal qu'il ait du retard, mais que ça va quand même vite du côté de Sodebo, et je dirais qu'il a moins de retard à cet endroit-là que ce que pouvait avoir François Gabard, donc pourtant avec un décalage beaucoup plus à l'ouest que François Gabard. Et dans les heures à venir, bien toujours du vent hein, pour lui, donc ça devrait pousser dans les alizés, voire pousser assez fort même hein, dans certaines heures. Donc ça va être bien, ça va permettre d'aller vite dans les heures à venir. Hein, voilà. Et l'Atlantique Sud, pour l'instant, oui, pour l'instant, il y a une trajectoire hein, pour Sainte-Hélène. On verra dans les jours à venir, si on regarde dans 48 heures. Oui, Sainte-Hélène a plutôt tendance à se décaler vers l'Afrique du Sud. Donc ça veut dire que ça permet d'avoir plus de place pour passer au niveau du cap de Bonne-Espérance et aller vite, en sachant que je rappelle que eux n'ont pas de limite arctique à respecter. Ils peuvent aller n'importe où sur le globe, potentiellement pour faire leur record du monde. Ils n'ont pas de zone arctique, même si dans les équipes, il y a quand même une zone auquel on s'interdit. C'est-à-dire qu'on on se met une sorte de délimitation. Il y a une zone où on se dit, là, c'est quand même à risque avec les photos satellites, donc on n'y va pas. Parce que l'idée, c'est quand même pas d'endommager le bateau, de se retrouver en grande galère. Surtout que là, pour être sauvé, ça serait extrêmement compliqué pour l'Afrique du Sud ou pour le Chili pour vous sauver dans ces contrées-là extrêmement dangereuses et extrêmement lointaines. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Donc encore une fois, le biathlon ce soir 21 h. Et puis demain, donc aux alentours de midi, je pense, la vidéo du Vendée Globe. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.